RMC After Marseille. Karine Galli. Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Marseille, un After Marseille qui va revenir sur la défaite de l'OM. Donc Marseille a perdu un deuxième match en Ligue des Champions, 2 défaites en 3 matchs européens. Pour en parler, évidemment, Rémi Dumont, comment ça va ? Ça va et toi ? Salut Karine. En pleine forme, il est là avec nous et on est ravis en direct de Marseille. C'est Alexandre Jacquin, le chef du service des sports de la Provence. Salut Alex. Salut Alex. Salut Karine, salut Rémi. On va revenir donc sur cette défaite. Après la défaite inaugurale sur le terrain du Real Madrid, l'OM s'est incliné sur le même score 2-1 sur le terrain du Sporting Portugal ce mercredi. Une défaite qui met fin à une série de 5 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Alors l'OM pourtant a été dominateur en première période. Il y a notamment eu ce but qui a concrétisé la domination marseillaise, signé Pachao. Pachao qui décidément aime la Ligue des Champions. Mais voilà, il y a eu une expulsion, celle d'Emerson, juste avant la pause. Et tout ça a brisé un petit peu l'élan marseillais. Finalement, Marseille concédera 2 buts et s'inclinera à la 86e minute à cause d'un but d'Alisson Santos. Dur, c'est la une du journal La Provence de ce mercredi. Déjà le temps des regrets, c'est le titre du papier à l'intérieur du quotidien. Alex, je me tourne vers toi. On rappelle que Marseille, donc, on est à 3 points sur 9 possibles. Et c'est vrai que hier, les Marseillais faisaient plutôt tout bien en première période. Il y avait une dynamique, je l'ai rappelé, qui a été excellente avec une place de leader en Ligue 1. Et patatras, la Ligue des Champions, la scène européenne a fait encore des misères à l'OM. Oui, j'ai encore du mal à digérer, je m'étouffe un peu. Non, en fait, disons que chaque fois on dit toujours qu'il y a en Ligue des Champions il y a ce petit plus qui fait la différence. Là, l'OM a fait une très bonne première période et il y a cette expulsion qui change tout, l'expulsion d'Emerson. Et c'est le tournant du match, c'est la décision qu'on peut contester. Moi, je trouve l'expulsion sévère. Alors, évidemment, la simulation est grossière. Évidemment, un joueur expérimenté comme ça aurait pu quand même s'y prendre un peu mieux, c'est sûr. Il a plombé l'équipe. Mais quand même, je trouve que voilà, cette sanction... Parce que s'il n'y avait pas la VAR, ben, il y a 10 ans, là, il y avait penalty. Et je me dis, bon, on expulse un joueur alors qu'en fait, sur la première vue, on siffle penalty. Je trouve ça difficile. Donc, en fait... À Marseille, tout le monde ce matin était un peu frustré. Le sentiment, c'est la frustration qui prédomine parce que tout le monde voyait l'OM gagner, tout le monde a vu l'OM faire une très très bonne première période en place. Quand Roberto De Zerbi dit qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, que c'était l'OM, c'est un peu... On peut dire que c'est un peu de la fanfaronnade, mais je suis d'accord avec lui parce que sur la première période, il y a vraiment un excellent match. Et on voit que tu as du mal à le digérer, effectivement. Cette expulsion, elle te reste un peu en travers de la gorge. On rappelle à nos fans de l'Olympique de Marseille qu'effectivement, Emerson prend un premier jaune à la 39e et il y a un deuxième jaune à la 47e minute. Donc on est dans les arrêts de jeu. Ça arrive très vite. C'est 2 cartons jaunes coup sur coup, synonyme d'expulsion. Et forcément, ça change tout. Et on parlera aussi des choix de Roberto De Zerbi, parce que tu voulais en parler, Rémi, et c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est finalement, est-ce que Roberto De Zerbi s'est pas un petit peu trompé dans ses changements, mais déjà cette expulsion qui malheureusement plombe l'OM alors que Marseille pouvait espérer un deuxième succès en Ligue des Champions. Ouais. Alors moi, je t'avoue, ce qui me frustre, c'est pas forcément la simulation, parce que quelque part, il simule. Alors, ok, il y a l'assistance vidéo qui permet de bien revoir, parce qu'à vitesse réelle, moi aussi, je pense qu'il y a penalty. Quand tu vois les images, c'est vrai qu'avec l'expérience, comme dit Alex, c'est dommage qu'Emerson simule, parce que maintenant... Oui, c'est pas un jeune gamin de 20 ans. Non, et puis il sait qu'il y a 36 000 caméras, donc forcément, on va le voir. Mais ce qui me frustre plus, si tu veux, c'est le carton jaune pour la main. En fait, son premier carton jaune pour la main, je trouve que c'est très compliqué, parce que bon, voilà, la balle, elle est à mi-hauteur, elle touche sa main, lui il essaye pas de la toucher volontairement, donc c'est là où c'est plus compliqué, je trouve. Et du coup, s'il y a simulation carton jaune sur le penalty annulé, je trouve ça beaucoup plus juste. Là, le carton jaune pour la main, c'est sévère. Après, évidemment, sur la première période, il y a pas photo, d'autant plus que Emerson faisait vraiment pas un mauvais match, à l'image de ce qu'il fait depuis le début de saison. C'est plutôt une valeur sûre. Et puis voilà, le fait de se dire aussi qu'il sera suspendu pour le prochain match de l'OM en Ligue des Champions, là aussi c'est un peu compliqué, même si bon, il y aura de quoi soulager son remplacement, mais encore une fois, c'est plus ce carton jaune pour la main en première période qui est beaucoup plus compliqué et très sévère, je trouve. Déjà le temps des regrets, je l'ai cité, c'est le titre de votre papier, Alex, et c'est vrai qu'on se dit, il y avait cette première défaite sur la pelouse de Bernabéu, on disait c'était une défaite
entre guillemets encourageante mais rageante par rapport au scénario. Là, le scénario n'est pas le même, mais ça se répète. Marseille n'a qu'une victoire, alors c'était face à l'Ajax. Ce n'est pas perdu pour se qualifier pour les barrages, mais c'est quand même très mal engagé. Quand t'es bon sur la pelouse, au moins pendant une mi-temps, il faut prendre les points, et Marseille, pour l'instant en Ligue des Champions, a ce manque-là, un manque qu'elle n'a pas d'ailleurs en Ligue 1. C'est pas perdu, ça c'est sûr, mais on va très mal engagé. Je trouve ça un petit peu fort quand même parce qu'il reste encore 5 matchs. On a vu la saison passée, pour se qualifier en barrage, il faut aller atteindre 11 points. Le match couperé, là c'est vraiment OM-Atalanta, le prochain au Vélodrome. Si les Olympiens prennent pas 3 points sur ce match-là, c'est sûr qu'après ça va vraiment être compliqué et très mal embarqué. Là pour le coup, oui. Sur ce match-là, voilà, c'est-à-dire que si on prend le calendrier... Mais Marseille a été meilleur, c'est ça le problème. Bon. Oui, Marseille a été meilleur, mais quand on regarde quand même, il y a quand même des joueurs dans ce Sporting. Et en fait, moi, je les ai trouvés faibles. Voilà, je trouvais que ce Sporting était faible, alors que sur le papier, ben voilà, un Trincao, c'est pas mal. Luis Suarez, moi, j'ai retrouvé hier soir le Luis Suarez de Marseille et pas le Luis Suarez qui flambe au Portugal. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est que il y a eu tellement d'espoir après une très très bonne 40 premières minutes, très très bonne, quoi. Voilà, on s'est dit enfin l'OM est au niveau européen et peut rivaliser avec des adversaires de niveau Ligue des Champions, sans pour autant évidemment se dire qu'on va aller en quart de finale ou en demi-finale de Ligue des Champions, mais en se disant on peut enfin avoir la tête haute en Ligue des Champions, et ça c'est un beau travail remarquable des dirigeants, et on a une équipe qui tient la route. Malheureusement à la fin ça fait 0 point. Donc disons qu'on aurait pu revenir du Portugal soulagé. Là, on revient avec beaucoup plus de pression pour les prochains matchs. Voilà, c'est ça. Et il y avait une spirale très très positive qui s'était engagée. Et le problème, c'est que moi, c'est ce que je comprends pas trop moi sur ce début de saison. Je trouve beaucoup de monde, aussi bien au niveau des supporters que dans les médias, peut-être un peu trop dithyrambique par rapport au début de saison de l'OM. C'était un peu trop. Je trouvais qu'il y avait une enflammade générale. Là, depuis ce matin, je trouve les gens un peu durs, quoi. Voilà, c'est une défaite. L'OM fait un bon début de saison, c'est une défaite, mais il faut pas oublier ce qu'est l'OM aujourd'hui. C'est un club en reconstruction, c'est une équipe qui a beaucoup changé, et des défaites, il y en aura d'autres forcément. Donc, je suis frustré. Tout le monde est frustré à Marseille ici, mais il faut pas. On parle beaucoup, Jacques-Henri Hérault parlait de yo-yo émotionnel, vous savez, il employait souvent cette expression, qui était une expression juste. Mais faut-il citer Jacques-Henri Hérault, je suis pas sûr. Oui, non, mais on était vraiment, les Marseillais n'étaient pas souvent d'accord avec lui, mais sur ce point-là, il faut lui reconnaître qu'il avait tout à fait raison. Et ce yo-yo émotionnel, il est un peu destructeur, je trouve, à Marseille. Et il faut savoir raison garder. Voilà, l'OM a perdu, mais ça arrive, c'est le football, quoi. C'est tout. Ouais. Mais c'est vrai que la mesure, Alex, c'est pas forcément dans les gènes des Marseillais. On va écouter justement Roberto De Zerbi, parce qu'après, je veux vous faire réagir sur ces changements suite à l'expulsion. De Zerbi, lui, était très satisfait de la première période. On l'écoute. Je crois que la première mi-temps a été l'une des plus belles de la saison. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Je suis donc très satisfait de ça, car il n'est pas facile de venir dans ce stade, en plus contre une équipe habituée à jouer la Ligue des Champions, et de les mettre en difficulté dans leur moitié terrain avec autant de qualité. Tu as 10 contre 11, le match a changé car Emerson a été expulsé. Le premier carton jaune m'a semblé un peu sévère. L'arbitrage ne m'a pas plu, il n'était pas à la hauteur de ce match selon moi, et le match a changé avec l'expulsion. Rémi, on va parler des changements tactiques, des choix de De Zerbi. Est-ce que, comme De Zerbi, tu trouves que la première mi-temps, c'est la plus aboutie de l'OM depuis le début de la saison ? Non. Après, elle était très bonne. Je trouve que les joueurs qu'on attendait sur ce match-là, les Marseillais qu'on attendait, ils ont répondu présent, même s'il ne faut pas oublier qu'en première période, il y a 2-3 frayeurs, avec notamment les erreurs de relance de Rouli. Ça peut arriver. Mais tu vois, par exemple, le but de Peichao, tu vois que c'est exactement ce qu'il veut faire. Tu vois que la ressortie de balle, elle est très rapide, qu'Aubameyang le voit, le cherche tout de suite, et que l'enroulé petit filet, quasiment lucarne opposée, c'est ce qu'il veut faire. Après, pour en revenir à De Zerbi, il y a aussi un contexte qui fait que ça commençait à chauffer sur le terrain. Il s'embrouille avec l'entraîneur adverse au moment où justement Emerson a déjà pris le jaune. C'est au moment d'une touche. Tu sens que ça commence à monter en pression. Après, par rapport à ces
changements. On va en reparler des changements juste après. Je vais juste demander à Alex, par rapport à la première période des Marseillais, est-ce que tu es de la même sensibilité de De Zerbi ou tu pars du principe que si Marseille avait été ultra dominateur comme il l'a été, ils auraient dû avoir une avance plus conséquente à la pause? Je pense que l'OM a fait des meilleures premières périodes quand même, parce que l'OM a fait des premières périodes de très haut niveau, notamment contre le PSG au Vélodrome, contre l'Ajax, et même à Madrid. Je veux dire, à Madrid, il ne faut pas oublier le match exceptionnel que les Marseillais font. Donc c'est peut-être un poil exagéré de dire que c'est peut-être un poil exagéré. Après, il protège son groupe, c'est normal, il y a une défaite. Pour lui, c'est une défaite encourageante parce que l'OM n'a pas perdu 3-0. L'OM a rivalisé. Quoi qu'on en dise, l'OM a rivalisé. Et l'OM, sur la première période, il n'y a pas photo entre les deux équipes, quoi. On va parler des changements tactiques. Je me tourne vers toi, Rémi, notamment les changements à la pause. Donc, on le rappelle, Marseille est réduit à 10. Il y a Vermeeren qui sort, Greenwood qui sort. Et donc, ils sont remplacés par O'Reilly et Murillo. Greenwood, qui est évidemment l'arme offensive numéro 1 de l'OM, qui est resté sur ce quadruplé face au Havre. Est-ce que pour toi, il a été finalement trop défensif dans ses choix? Est-ce que, tout simplement, il s'est planté? Alors, c'est marrant parce que tu vois, à la mi-temps, je me dis, quand je vois les changements qu'il opère, je me dis donc, c'est sûr qu'on va subir évidemment un 10 contre 11, enfin que les Marseillais vont subir un 10 contre 11. Après, tu te dis, le message qu'envoie, je trouve, De Zerbi, c'est en gros, on reste dans notre camp et puis on verra bien ce qui se passe. Un Angel Gomez qui rentre beaucoup plus tard dans le match. Alors après, je suis pas entraîneur. J'ai jamais Angel Gomez, on le rappelle, il rentre lui à la 67e, il remplace Pachao. Wea est remplacé également au même moment et c'est Ulysse Garcia qui rentre. Et puis Aubameyang en toute fin de match à la 82e est remplacé par le jeune Robinho Vaz. Voilà, moi, tu vois, un Angel Gomez, j'aurais trouvé ça très intéressant qu'il rentre un peu pour garder le ballon, pouvoir aussi lancer sur orbite Aubameyang. Et je trouve que les profils qu'il a fait rentrer, notamment Riley, c'était beaucoup plus défensif, je trouve. En fait, je me suis dit à la mi-temps, quand je vois ces changements-là, je me dis, je suis à la place de l'entraîneur du Sporting. Je me dis quoi? Je dis aux joueurs, soyez patients, parce qu'à 10 contre 11, vous allez avoir des occasions. Ça va peut-être pas rentrer tout de suite, mais ça va finir par rentrer. Alors évidemment, c'est facile de refaire le film une fois que c'est passé, mais c'est ce qui est arrivé. Et je me dis surtout que voilà, t'envoies pas forcément un message de on reste sûr de nos forces, on reste des guerriers et on va continuer à embêter les Portugais. Là, c'était vraiment, on subit, on met le bus, quoi. Nous sommes avec Alexandre Jacquin, chef du service des sports de la Provence. On débriefe cette défaite sur la pelouse du Sporting Portugal. Alex, par rapport au choix tactique de De Zerbi, notamment à la pause avec ces deux changements, est-ce que pour toi, il y a une erreur finalement du coach italien? Est-ce que ça se joue avec ces choix qui sont plus défensifs forcément? Et j'insiste sur le fait aussi de choisir de sortir Greenwood. Moi, c'est surtout Greenwood que j'ai pas compris. Alors Vermeeren, il fait une première mi-temps très correcte, voilà. On le sort en place, c'est O'Reilly qui rentre, bon, ok. Mais alors Greenwood, j'ai pas compris. Vraiment, c'est l'arme fatale, c'est l'arme numéro 1 offensivement, même si c'est Pexao qui a marqué. Greenwood, j'ai pas compris. Et là, c'est vrai que c'est entre guillemets mauvais coaching de Zerbi qui fait que l'OM en seconde période a reculé, a attendu et il s'est planté, voilà, c'est pareil, ça arrive, il s'est planté, il aurait pas dû, je pense qu'il aurait pas dû faire ce changement-là, parce qu'au final, il y avait plus assez d'armes et de munitions offensives, il y avait plus de jeu, il y a plus grand-chose en seconde période, en fait, et moi, je me suis dit, là, si le Sporting égalise, malheureusement, comme j'ai quand même noté qu'on a du mal à l'OM à tenir un nul, ça va perdre, et ça va pas rater. C'est dommage. Là, c'est dommage parce que je pense que Greenwood aurait quand même fait du bien. Alors peut-être c'est une question de travail défensif à 10, mais il aurait quand même fait du bien sur la seconde période. L'égalisation arrive à la 69e minute, signé Catamo, et c'est Alisson Santos qui offrira donc la victoire au Sporting Portugal. Vous le savez, on débriefe le mauvais résultat de Marseille sur la pelouse du Sporting Portugal, cette défaite 2-1 en Ligue des Champions pour le compte de la 3e journée, avec Rémi Dumont et avec Alexandre Jacquin de la Provence. Marseille espérait briller en Ligue des Champions. On rappelle que c'était le 3e match. Pour l'instant, les Marseillais comptent 2 défaites, une sur la pelouse de Bernabéu et une sur la pelouse du Sporting Portugal. Et il y a ce succès large, 4-0 face à l'Ajax. On revient sur cette défaite frustrante de Marseille, réduit à 10. Messieurs, on voulait faire également une petite évaluation. Dans les tops, vous aviez tous les deux mis à la fois le gardien marseillais, Rudy, et à la fois Pachao. Alors, je ne sais pas sur lequel vous voulez partir en priorité. On rappelle que
Igor, lui, on est déjà à 3 buts. Il y avait eu ce doublé face à l'Ajax et donc il y a ce nouveau but sur le Sporting Lisbonne. C'est ça aussi peut-être qu'on retient, c'est qu'en fait Paixão, qui n'avait pas été en vue face au Havre, là a marqué un vrai but à la Paixão, on va dire. Une grosse mine comme il aime. Il est au niveau en fait. C'est surtout ça que il est au niveau. L'OM a mis beaucoup d'argent sur lui, mais il est au niveau. On peut se dire que devant, voilà, il y a une pointe et puis il y a deux électrons libres, un à droite et un à gauche, Greenwood, Paixão, et c'est franchement, ça manquait la saison passée. Et là, on se dit, il y a un joueur de haut niveau quand même, parce que ce but-là, bon, c'est un but à on appelle ça à la Paixão, mais faut le mettre. Il provoque, il offre des solutions. Je pense qu'on est qu'au début là, et on verra d'autres facettes de ce joueur-là. Mais je pense qu'il est quand même au niveau où on l'attendait, en Ligue des Champions notamment, quoi. Voilà, donc c'est un point positif de le voir marquer sur un match comme ça et de le voir faire un match tout à fait correct lui aussi. Rémi, dans tes tops, tu as mis l'Argentin, le gardien, et le Brésilien, Paixão. Ouais, parce que Paixão, je trouve qu'il est dans la continuité de ce qu'il a commencé à montrer à partir de l'Ajax, même s'il avait commencé à Lorient ses premières minutes. Et puis, au-delà de son but, je trouve qu'il y a une vraie relation, il est de plus en plus à l'aise sur le terrain et avec ses coéquipiers. Et puis, on l'a vu tenter des choses quand même très compliquées. Et généralement, quand un joueur tente des choses compliquées, c'est qu'il est en confiance. Je pense notamment à sa tentative de lob quasiment du milieu de terrain, parce qu'il y a eu celle de Greenwood, il y a eu celle de Paixão. Et voilà, comme disait Alex, en fait, maintenant on sait qu'il y a un numéro 9 qui est Aubameyang et plus tard Gouiri du coup, mais il y a deux électrons libres qui sont difficilement, on va dire, marquables, parce qu'ils sont tout le temps en mouvement, ils sont très techniques et qu'ils savent tout faire. Donc Paixão, je trouve que voilà, plus ça va aller, plus on va en attendre de lui, et j'ai l'impression que plus ça va, plus il répond aux attentes. Donc c'est là où c'est intéressant. Alex, dans tes tops, tu as mis également Højbjerg, 6,5 sur 10, c'est la note que la Provence lui a mis. Est-ce que c'est toi qui as fait les notes? Non, hein. Non, ça c'est les Tu trouves que c'est un peu bas? Tu lui aurais mis un petit peu plus? Non, mais moi j'ai mis 6,5, c'est exactement ce qu'il valait, c'est juste que je voulais en mettre 3, parce que je trouve que on a été sévère avec lui en début de saison, avec Højbjerg. Et je trouve que sur un match comme ça, bon, évidemment, à la fin, on va toujours me dire, il y a la défaite. Mais je trouve que sur un match comme ça, sur la première période, lui aussi, il est au niveau Ligue des Champions, il stabilise, il est là, il fait le job au milieu de terrain, c'est un leader sur le terrain, il est dans l'entrejeu, il récupère des ballons, il en redonne, c'est propre. J'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà, je trouve les commentaires très durs aujourd'hui sur ce match-là. Un peu partout de ce que je lis, de ce que j'entends, de ce que je vois. Et je trouve, voilà, il y a rien à remettre en cause là. Je trouve que Højbjerg a été au niveau d'un match. Voilà, l'OM le perd, et l'OM le perd, ça arrive, quoi. Voilà, c'est malheureusement c'est le lot du football, ça arrive. Et si on remet tout en cause maintenant après une défaite comme ça, écoutez, faut plus jouer au football, faut arrêter, quoi. Tout va bien, Alex. Il y a un gros match en plus, je te rappelle, ce week-end avec le déplacement à Lens. On va aller sur les flops et je vais lire ce que vous avez mis dans le journal La Provence. Le cauchemar de Pavard, il a eu 4 sur 10. Une première période solide avant une seconde cauchemardesque. Mal aligné, il couvre Kata, mot d'un rien sur l'égalisation du Sporting avant de tromper Rouli en détournant involontairement la frappe de Santos. C'est vrai que pour l'instant, les débuts entre Marseille et Pavard étaient plutôt idylliques. C'était pas sa soirée hier soir. C'était pas, en tout cas, cette deuxième période. Il faut qu'il l'oublie au plus vite. Il couvre. Ouais, il couvre sur Alex, le but il couvre sur l'égalisation, et puis après il dévie le ballon, quoi qu'il arrive. De toute façon, il y aurait eu pénalty sinon. Il a raté ce match-là, mais il avait réussi les autres, donc forcément, je pense que vous allez lui demander à lui, il va dire aussi qu'il a raté ce match. Donc oui, c'est la première fois qu'on le voit à un niveau aussi bas depuis qu'il est à l'OM, à lui de se relancer à Lens, contre Angers, contre l'Atalanta. Il aura l'occasion sur tous les matchs des prochaines semaines. Là. Rémi, par rapport à effectivement Pavard? C'est sûr que quand il y a un champion du monde qui arrive et que voilà, il fait les débuts qu'il a fait, c'est-à-dire il marque dès son premier match, qu'il fait des performances défensives assez impressionnantes. Il y a bien un moment où forcément ça c'est moins bien. C'était le cas hier soir. Puis voilà, je trouve que c'était vraiment une soirée cauchemardesque pour lui, parce qu'il est impliqué sur les deux buts. Voilà, il y a
son contact avec Araujo en fin de match où voilà, tu vois qu'il n'a pas forcément un hyper bon comportement. Et puis je trouve que ce qui est à l'image en fait de sa prestation, c'est le deuxième but où tu vois qu'il est là pour défendre, il va contrer de la main. Alors bon, ça aurait fait pénalty évidemment s'il n'y avait pas eu but, mais le contre fait que ça lobe roulé. Et en fait, le but limite tu le vois au ralenti. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer qu'il n'y a rien qui est allé. Après, c'est ce qui va peut-être permettre aussi à Pavard de, je dis pas que c'était le cas, hein, mais de pas non plus s'enflammer à l'image de l'équipe en fait. Comme disait Alex, il y aura d'autres défaites. Faut pas non plus leur tomber dessus par rapport à hier, mais voilà, peut-être se dire aussi que mentalement, mine de rien, ça va leur permettre de rester concentrés et humbles. Je dis pas qu'ils l'étaient plus, mais que voilà, forcément, quand on enchaîne les victoires, on a tendance à se sentir beaucoup plus fort. Il y avait effectivement cette série de 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et notamment ce score de tennis ce week-end 6-2 face au Havre. Alors il y a évidemment un scénario, mais en tout cas les buts ont été marqués. Dans tes flops, tu as également mis le capitaine Rémi Balerdi. Il n'a pas été à la hauteur d'un capitaine, d'un grand défenseur ? Moi, il m'a fait très peur dès le début du match parce qu'il se prend un carton au bout de la deuxième minute et ça m'a rappelé évidemment le Lyon-Marseille de la saison dernière. Et ça t'aide pas pour défendre après ? Ça aide pas. Je trouve que ça met dans un contexte de tension. Forcément, lui, ça lui fait modifier sa façon de jouer parce qu'il sait que s'il prend un deuxième jaune, il laisse ses partenaires à 10. Je regardais pour travailler ce podcast. Donc là, il a pris, dès la première minute, il a pris un carton jaune la saison dernière contre Lyon. Dès la 16e minute contre Angers ensuite. Là, c'est la deuxième minute hier soir. Voilà, c'est peut-être un de ces péchés mignons qu'il faudra gommer parce que forcément, ça ne met pas dans de bonnes conditions pour la suite du match. Et puis, je pense que ça ne met pas non plus ses partenaires en confiance parce qu'ils savent très bien que voilà, d'habitude, sans carton jaune, ils peuvent encore faire attention et laisser filer le joueur parce qu'ils savent qu'il y a Balerdi derrière. Mais quand il a déjà écopé d'un carton jaune au bout de 2 minutes, ils savent que c'est plus la même chose. Donc forcément, en termes de confiance, c'est compliqué pour la suite du match. Alex, la Provence a eu une lecture un peu moins dure du match de Balerdi. Vous lui avez mis 5,5, donc c'est un petit peu plus que la moyenne. Je suis d'accord, il a fait peur d'entrée. Après, il y a les pros, les anti-Balerdi. Voilà, Balerdi, c'est tout un débat. Et en fait, moi, j'essaie d'être au milieu. Je l'ai vu tellement rater de match que je me dis que celui-là, quand même, il était... ok, il a pas été exceptionnel, mais ok, je l'ai vu faire des... Oui, le problème, c'est que Balerdi ne dégage aucune sérénité. On se dit que ça peut partir... il peut y avoir une boulette à tout moment, et il peut y avoir aussi... une faute, un carton rouge, et voilà. Mais je l'ai trouvé moyen, moi, Balerdi. Je l'ai pas trouvé, et nos journalistes pareil au stade, je l'ai pas trouvé très très décevant, quoi. Je veux dire, je vais être dur. Je vais pas dire que j'en attendais pas plus, mais j'ai pas trouvé. Voilà, il est très nerveux. Et début de match, ça aurait pu être cataclysmique d'entrée, comme Rémi tu le dis. Et voilà, je pense qu'il a fait des bien plus mauvais matchs. Alors peut-être aussi que, j'analyse ça maintenant, où peut-être quand il prend un carton jaune, c'est peut-être une manière entre guillemets de rentrer encore plus dans son match parce que du coup derrière il est beaucoup plus vigilant, peut-être beaucoup plus concentré. C'est vrai que ce que dit Alex, c'est que derrière, mine de rien, il fait quand même pas un si mauvais match que ça, dans le sens où il fait des interceptions. Oui, mais tu peux pas partir avec un tel handicap, surtout quand tu es défenseur central. Ah, mais c'est sûr, mais voilà, il est encore, mine de rien, il est encore jeune, hein, donc c'est des choses qui sont à gommer. Et puis c'est aussi la Ligue des Champions. Hein, voilà, s'il fait pas cette faute-là, peut y avoir but derrière. Donc quelque part, voilà, on va dire c'est du 50-50. Messieurs, les mots de la fin. Alex, en préambule, tu nous disais à quel point le match face à l'Atalanta Bergame serait important. C'est le prochain match, réception au Vélodrome, ça sera le 5 novembre. L'Atalanta Bergame, certains restent sur le carton qu'ils ont subi face au PSG, mais c'est leur seule défaite de la saison, on le rappelle. Depuis, l'Atalanta Bergame va mieux quand même, ils ont 4 points en Ligue des Champions. La dernière fois que Marseille a joué l'Atalanta Bergame, ça s'est très mal passé, c'était en demi-finale de Coupe d'Europe. Comment tu vois cette rencontre? Est-ce que Marseille est favori ou pas? Favori, non. Favori, non. Je dirais pas favori. Je dirais que c'est là, aujourd'hui, pour moi, c'est du 50-50. Favori, si on peut dire que l'avantage, c'est évidemment le Vélodrome. C'est que l'OM a transformé le Vélodrome en forteresse, et ce qui est non négligeable, parce que le Vélodrome a parfois été un handicap
au début, par le passé, quand il y avait un enchaînement de défaites. Là, c'est vrai que depuis un an, là, c'est devenu remarquable. Donc ça, déjà, ça c'est un avantage. Après, favori par rapport à l'Atalanta, je suis pas sûr. C'est une bonne équipe, même si c'est plus la même équipe qu'il y a 2 ans. Mais il y a aussi l'enchaînement de matchs qui va avoir lieu juste avant. Il y a Lens, il y a Angers. Il faut voir aussi comment l'OM négocie cette période-là, comme je dis, parce que le problème c'est que on était à Marseille là dans une spirale très très positive. Il faudrait pas maintenant entrer dans une spirale négative. Le match à Lens ce samedi, il est particulièrement couperé aussi, quoi. 2 points d'écart seulement au classement. Voilà, pour la suite en Ligue 1, il est très très important. Il faut les enchaîner. Et disons qu'il faudrait pas. Le problème, c'est que je pense que Pablo Longoria et Mehdi Benassia ont vu juste en essayant de pas trop mettre de pression aux joueurs avant le début de la compétition. Justement, ils n'ont pas donné d'objectif, ils ont dit on voit ce qu'on peut faire, on voit ce qu'on peut aller. Et en fait, à Madrid, ça s'est bien passé. Ils ont fait des super matchs. Contre l'Ajax, ils ont fait des super matchs. Et là, ils font 40 très bonnes premières minutes. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Ils jouent à 10, ils perdent. Mais ils font sur le fond de jeu, sur ce qu'on voit, je trouve qu'ils font un bon début de Ligue des Champions. Malheureusement, il est point, Alex. Ils auraient dû ça qui compte. Non, mais le problème, voilà, au niveau professionnel, hier, ils auraient dû ramener 1 point. Voilà, tu termines à 10, tu es à 10, ok, une égalisation, mais tu dois sécuriser ton point parce que ce point, il peut faire toute la différence à la fin. C'est pour ça qu'on parle de regret, nous, justement, dans la Provence ce matin. Voilà, les points, c'est évident ce qui fait toute la différence. Mais moi, je reste confiant quand même pour la suite. Je me dis que c'est encore faisable. Le mot de la fin rapidement, Rémi, est-ce que tu es confiant comme Alex? Est-ce que c'est faisable? Comment tu vois ce match face à l'Atalanta? Victoire, nulle défaite? Ça dépendra évidemment des forces en présence parce que peut y avoir des blessés. Oui, mais là on dit qu'on a tout le monde. Mais là sur le papier, oui, je pense que je te dirais même victoire parce que c'est au Vélodrome, parce que l'Atalanta, ils ont encore, je pense, en travers de la gorge cette demi-finale d'Europa League qu'ils avaient perdu. Marseille. Marseille avait perdu, t'as dit l'Atalanta. Ah pardon, que Marseille avait perdu face à l'Atalanta. Donc je pense qu'il y a un sentiment de revanche et qui plus est un sentiment de se rattraper après les frustrations justement du Sporting. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Alex Jacquin. On rappelle le chef du service des sports de la Provence pour avoir débriefé avec nous donc ce résultat négatif en Ligue des Champions. Vous le savez, si vous aimez nos podcasts, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes pour ne pas rater les prochains épisodes. N'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'After Marseille. Bye bye. RMC After Marseille.